Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire organisé par expat.com en collaboration avec Etelnet. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder les changements liés à l'expatriation tout au long du processus, avant le départ, une fois sur place et lors du retour. Adélaïde Roussel, psychologue, spécialiste du parcours nomade et membre du réseau Etelnet, vous livre ses conseils. Adélaïde, bonjour. Bonjour. Voilà, écoutez, bienvenue à tous. Nous allons démarrer pour une bonne heure ensemble. Je vais pouvoir vous installer les slides et nous démarrons. Alors, je vous mets sur le côté. Voilà, je démarre. Techniquement la présentation. Je voudrais que vous puissiez bien voir les slides, c'est important que vous ayez une bonne vue. Donc, est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Alors, nous allons pouvoir démarrer. Voilà. Alors, on y va. Bienvenue à tous. Alors, s'expatrier, quitter son pays, partir vivre à l'étranger pour un temps donné, c'est souvent vu comme une aventure formidable à différents niveaux. C'est un vécu qui peut donner envie et qui est dans la liste des projets à réaliser pour de nombreuses personnes. Nous allons aborder ce qu'il se passe réellement au cours d'une telle aventure à l'étranger et surtout, on va aborder la thématique de ce qui se passe en soi. Voilà. Ça va être important de pouvoir rentrer en soi pour voir ce qui va se passer au cours de toute cette expérience de vie. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, à anticiper, mais pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de s'y préparer aussi mentalement? C'est tout simplement parce que changer d'environnement de vie, ce n'est pas anodin. Et en fait, le but de ce webinaire, c'est de vous aider à comprendre les bouleversements psychiques qui sont parfois beaucoup plus profonds qu'escomptés. Anticiper, savoir ce qu'il peut se passer en soi pour pouvoir aider à dépasser les nombreux défis et les difficultés de l'expatriation, pour profiter de tous les aspects finalement hyper constructifs et enthousiasmants. Voilà. Donc, je vous propose de venir avec moi dans cette balade de voyage intérieur pour aborder ce thème avec un ton positif, tout en insistant sur certains aspects plus risqués qu'il faut absolument connaître et anticiper. Donc, c'est le thème du changement qui a retenu notre intérêt, tout simplement parce que il va y avoir beaucoup de bouleversements en soi, autour de soi, dans nous-mêmes, dans les relations que l'on va créer avec les autres. Et comme chacun est extrêmement unique et a une histoire singulière, vous allez utiliser, pour vous, ce qui vous intéresse, ce qui va vous parler. Vous allez prendre ce que je vais vous donner et puis il y a des choses que vous avez laissées, des choses que vous allez garder et vous allez pouvoir vous faire un petit bagage pour réussir votre expatriation. Voilà, puisque donc partir, c'est quitter le connu, c'est aller vers l'inconnu. C'est déstabilisant, mais c'est excitant en même temps. Il faut laisser le familier, sa zone de confort, pour se frotter à la nouveauté. Et ça crée de l'appréhension, mais ça ouvre aussi un espace rempli d'espoir. Et donc, pour se lancer dans l'inconnu comme ça, il faut se sentir bien équipé personnellement, pour se recréer ensuite une place qui nous convienne. Et en fait, le secret qui n'en est pas un, c'est d'être finalement bien avec soi-même pour ensuite être bien avec les autres et bien avec tout le monde extérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va aborder ensemble les changements. Et donc, on va éveiller... en fait, j'ai envie de vous donner l'envie d'éveiller votre conscience et votre attrait pour rentrer en vous, éveiller votre contact entre vous et vous dans votre monde personnel. Et puis ensuite, on va parler des contacts entre soi et les autres dans le monde relationnel. Et à chaque fois, on va parler de ce qui est plus difficile, plus compliqué. On va aborder les outils à utiliser et puis on va parler bien sûr de ce qui nous intéresse dans le fond vraiment, c'est-à-dire les gains, les opportunités, toutes les choses positives.
Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de démarrer sur la thématique des changements dans le monde personnel, entre soi et soi. Les premiers impacts d'un séjour à l'étranger vont se vivre en soi. Donc, on va d'abord aborder les facteurs de risque, ce qui est peut-être plus compliqué, plus difficile. Alors, c'est toujours l'idée de savoir les choses, anticiper, c'est savoir à l'avance ce qui peut se passer pour pouvoir encore mieux le gérer ensuite. Alors, la première chose, ça va être à savoir et à reconnaître, c'est que partir comme ça à l'étranger, c'est une situation qui est stressante. Il y a plusieurs éléments qui peuvent mettre mal à l'aise lors d'un vécu d'expatriation. Et en fait, tout ça, ça va se vivre dans son monde interne, dans son intimité, et ça peut être plus ou moins intense en fonction de sa personnalité. On est chacun, on a une histoire particulière, on est chacun plus ou moins sensible à certaines choses, et on va essayer de faire face à tout ça. La situation stressante, elle vient de plusieurs facteurs. Le stress est ressenti de façon assez personnelle par chacun, c'est différent. Chacun va le vivre de façon unique. Et en fait, cette notion de stress, elle est très subjective puisque chacun a son seuil de tolérance qui est plus ou moins élevé, qui est en fonction d'une sensibilité plus ou moins exacerbée. Donc le stress, il se vit dans le corps, au niveau physique, et au niveau de la pensée, au niveau psychique. Et en fait, dans les ingrédients des situations de stress, on retrouve 4 éléments importants à savoir. Et vous allez voir que ça va être intéressant de les retrouver dans l'expatriation, tous les 4. Donc en fait, il y a la nouveauté, c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Il y a l'imprévisibilité, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui se produit. On peut avoir un sens du contrôle diminué, on a peu de contrôle sur la situation. Et enfin, un ego ou une personnalité menacée, vos compétences et votre ego sont mis à l'épreuve. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé par une chercheuse en neurobiologie qui s'appelle Sonia Lupienne. Son site, c'est stresshumain.ca. Elle travaille au Québec et elle a modélisé tout ce modèle du stress sous forme de ciné. Allez voir son site stresshumain.ca, il y a plein d'informations. Voilà. Et finalement, l'expatriation, c'est vraiment une illustration caractéristique de cette modélisation d'une situation stressante puisque, en fait, l'expatrié, il est mis en tension face à tout cet inconnu à gérer. Il se sent au début, pardon, il se sent au début en mode survie. Excusez-moi. Il se sent au début en mode survie. Excusez-moi. Voilà. Je vais reprendre. Voilà, on respire un grand coup, on boit un peu d'eau et on repart. Voilà, il se sent au début en mode survie dans la nouveauté en permanence. Il a différentes démarches à faire dans un environnement qu'il découvre et qu'il ne maîtrise pas. Et enfin, il doit faire ses preuves car il n'est pas connu. Donc, l'expatrié a donc besoin de canaliser son énergie et son stress dans le but de s'adapter à cette nouvelle vie, ici et maintenant. Et donc, heureusement, face à tous ces éléments-là qui sont face à soi dans la période d'installation, on va vivre les premières semaines, les premiers mois, une grande phase de découverte et qui est vécue sur un mode un peu euphorique en fait. C'est parce que tout est nouveau et c'est presque un jeu de partir à la découverte de son environnement. Mais finalement, c'est un jeu qui mobilise une énergie intense, car il y a beaucoup de facteurs de stress. Et donc, je reviens ultra rapidement sur cette courbe de l'expatriation qui a été décrite, ce qu'on appelle la courbe en U à partir des éléments étudiés sur le choc culturel par l'anthropologue Caverlo Auberg dans les années à peu près 60. Et en fait, il a essayé de systématiser les 4 phases du modèle d'expatriation en U. Donc, au début, l'euphorie, l'excitation, la découverte. On appelle ça la lune de miel ou la phase de touriste, c'est-à-dire qu'on va s'émerveiller de toutes les différences. Et puis après, quand on rentre dans le quotidien de chaque journée, on est face à la réalité. Il y a un gros décalage en général entre ce qu'on avait anticipé, imaginé, parfois idéalisé, et ce qui nous amène
à vivre au quotidien, prise de boulot, gestion de l'installation, de la famille. Et finalement, on est très tendu à ce moment-là et c'est le moment où on est un petit peu entre deux, on se sent un peu en flottement, on ne sait pas très bien si on habite encore ici, si on est bien parti de là-bas. Les choses ne sont pas très nettes et on est obligé de passer par cette phase, c'est un petit peu obligatoire. Cette phase qui va faire qu'on peut se sentir un peu déprimé aussi, il faut faire attention, être bien à son écoute pour prendre soin de soi si c'est le cas à ce niveau-là. Et petit à petit, le quotidien passe, on s'ancre davantage dans la réalité, dans le lieu, dans les relations. Et finalement, avec le temps qui passe, ça remonte. Donc, si on se sent très en bas, très déprimé, il faut faire attention, se faire aider. Il y a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui en sont tout à fait capables. Et puis, sinon, naturellement, ça va remonter et on va rentrer dans la phase plutôt d'adaptation où on va composer entre les éléments de la vie passée, de la vie quittée, de la vie actuelle et tout ça dans un bain culturel souvent très très différent. La dernière étape, c'est l'assimilation. Et en fait, l'expatrié trouve sa place et puis continue sa vie. Voilà. Donc en fait, je vous propose qu'on aborde maintenant un des cœurs de la thématique de l'expatriation qui est l'identité. Et finalement, il y a une évolution de l'identité qui est accélérée. Je l'ai mis du côté des difficultés parce qu'il faut vraiment le savoir et que c'est déstabilisant. En fait, l'identité, c'est ce sentiment que l'on a d'être soi. Et il est très complexe et surtout, il est en perpétuel mouvement. Finalement, c'est ce que je suis dans le présent qui m'amène à être ce que je vais être ensuite. Mais en fait, face à un vécu dans un contexte différent, cette évolution de soi est encore plus intense. Je change plus vite, tout simplement car je suis exposée à d'autres façons de faire qui vont impacter ma vision des choses. Ça peut être, par exemple, un changement de statut professionnel, ça peut être beaucoup d'éléments qui vont faire que je ne suis plus positionnée pareillement. Et également, je suis bombardée de nouvelles informations, de nouveaux éléments culturels. J'intègre différentes manières de s'exprimer au niveau du langage. Je dois intégrer différentes manières de faire les choses, d'échanger avec les autres. Et du coup, tout ça, ça me fait changer, évoluer, et je ne peux plus être la même personne qu'à mon arrivée dans ce pays. Donc finalement, les différences culturelles vont aussi façonner en partie ce que je deviens au contact de la vie quotidienne locale. Donc il est important d'être en phase et à l'aise avec cette idée de l'inexorable évolution interne de soi. C'est tout simplement pour ne pas être crispé, pour ne pas être en souffrance et s'accrocher à quelque chose qui n'est plus, puisque on va évoluer en permanence et encore plus vite qu'avant. Et puis, il faut éviter aussi de porter un sentiment de culpabilité du fait de changer ou en se sentant déloyal envers des personnes que l'on a laissées ou un choix éducatif que l'on va faire autrement, etc. Donc oui, vivre dans un pays d'accueil, ça demande de l'ouverture, de l'adaptabilité, de l'humilité aussi. Et c'est donc accepter de ne voir plus les choses comme avant, de changer d'avis, d'avoir dit une chose il y a quelque temps, puis finalement de revenir dessus et de changer d'avis, de stimuler son cerveau aussi face à la nouveauté en termes de langue, de pratique au quotidien. Voilà. Et le grand défi lors du retour, il se situe en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que finalement, on a tellement changé qu'on n'est plus du tout la même personne qui rentre. Et puis, le pays a aussi changé, mais il nous faut continuer à vivre différemment. Voilà. Et la troisième situation sur laquelle je voudrais insister finalement dans les difficultés, c'est que quand on est en expatriation, on est beaucoup en mode action. C'est-à-dire que ça peut quelquefois nous mettre en danger. C'est pour ça qu'il faut rester extrêmement attentif à ça. C'est qu'au début, on est tellement dans la nécessité de faire les choses. Il faut intégrer certains fonctionnements, décrypter certaines démarches. On a tellement de choses à régler. Il faut décoder tout l'environnement. Et en fait, le risque, c'est de ne pas s'écouter assez
de s'oublier émotionnellement et de se faire vivre trop de pression. Alors ça, c'est surtout quand on prend un nouveau poste et quand on a en charge une famille. Finalement, c'est beaucoup de choses à mettre en place et tous ces défis à relever dans un environnement nouveau, étranger, ça nous force à être hyper proactifs et un petit peu à foncer. Mais continuons à être très attentifs envers nous-mêmes parce qu'en fait, même si on a la tête pleine de choses à faire, il ne faut pas que ça soit non plus une fuite en avant pour éviter ces petites sensations que notre corps nous envoie ou des informations aussi dans son monde émotionnel pour dire qu'on se sent déstabilisé, qu'on se sent fragilisé, qu'on se sent inquiété, anxieux, un peu déprimé. Et si on est trop dans le faire, on va en oublier d'être dans l'être. Et ce qui compte au cœur de nos vies, de notre vie à chacun de nous, c'est finalement la connexion entre soi et soi. Et si c'est plus fluide, si ça va pas, ça va être exprimé de façon encore plus compliquée, plus dramatique par le corps, par des accidents, par des maladies, etc. Donc en fait, connaître les phases de l'adaptation du système décrit sous le terme de les étapes du choc culturel qui prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, quelquefois des années, ça permet d'anticiper et lorsque des émotions un peu négatives, d'anxiété, de dépression surgissent, ça permet d'y faire attention et d'être à l'écoute. Alors, à quoi se raccrocher alors face à tous ces défis ? Et puis, on va rentrer dans la partie des tips, des plans, des conseils, des outils, du travail à élaborer. Donc là, c'est vraiment, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de ce webinaire. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus intense. Vous allez utiliser des choses, vous allez en rejeter d'autres, vous allez faire votre propre petite boîte à outils pour vous. Voilà. Donc l'idéal, c'est de développer la connexion entre soi et soi pour pouvoir s'offrir plusieurs choses qui vont vraiment vous aider à être bien dans votre vie au quotidien, loin de chez vous, dans ce pays d'accueil, ce pays d'expat. Et ça va être en fait vous porter à vous-même une attention réelle, être à son écoute et se redécouvrir. Et le cœur du sujet, c'est vraiment savoir être bien connecté avec soi, prendre le temps de s'écouter, de rentrer dans ce qu'on appelle son jardin secret. Vous savez, tout ce petit monde fait de nos pensées, de nos représentations mentales, des images qu'on a, tout ce petit monde-là qui vit en nous, qui nous remplit plus ou moins, auquel on fait plus ou moins attention, eh bien, plus on y est attentif, plus on se sent rempli. Et en fait, dans ce petit monde-là, il y a aussi les besoins, les envies, les rêves, il y a aussi les peurs, les limites. Et c'est normal d'avoir des moments de baisse de morale. Alors forcément, on ne peut pas être heureux tout le temps, sinon on ne saurait pas ce que c'est la joie, le bonheur. C'est des moments, la vie, vous savez, c'est des grands cycles, des hauts, des bas, ça avance comme ça. Et puis, on a des moments plus durs et on profite bien des moments plus joyeux, plus heureux. Et en fait, en arrivant à accepter les moments de baisse de régime, les moments où ça ne va pas très fort, on peut finalement arriver à être bien quand même. C'est-à-dire que on a tout à coup sur nous une angoisse qui arrive ou un sentiment d'anxiété diffus où on n'est pas bien. Eh bien, en fait, on peut se dire, OK, c'est un moment qui va passer. Je suis pas bien, je sens un truc un peu diffus ou je suis pas très à l'aise. Eh bien, je peux me mettre comme un observateur extérieur et je peux tout à fait le regarder, me dire, OK, là, t'es pas bien, ça va pas, tu penses des choses négatives. Je peux décider de fermer, soit le regarder, soit fermer la porte à ça, et puis on sait que ça va passer. Donc, en fait, c'est vraiment important d'arriver à accepter ces moments de baisse de régime et puis de profiter de la remontée du moral ensuite et des élans qu'elle va donner pour être en pleine possession de ses pouvoirs et avancer. Et il y a plein d'outils qui ont été développés par rapport à ça. Je voudrais juste évoquer extrêmement brièvement tout ce qui est les outils de pleine conscience développés en France par le psychiatre Christophe André qui a écrit plein de livres intéressants, inspirés de tout le mindfulness. Donc le fait d'être à son écoute, dans le moment présent. Et finalement, ça développe quand même beaucoup de compétences pour arriver à gérer le côté plus sombre de nos personnalités. Ensuite, il y a plein d'autres éléments que je vais reprendre avec vous
Certains vont vous parler, d'autres pas, c'est pas grave. Je vous les énumère et puis vous prendrez ce qui vous convient à vous. Il faut savoir compter sur soi et développer la confiance en soi. Alors ça s'acquiert par les expériences réussies. On peut nourrir cela par des petites victoires facilement atteignables et dont on peut se réjouir. On peut se donner des signes de reconnaissance positifs, se féliciter. Ça, c'est pour nourrir le circuit de la récompense dans le cerveau. Se dire « Ah bravo, tu t'es bien exprimé dans la nouvelle langue, tu t'es bien fait comprendre. » ou vraiment des toutes petites victoires, se dire ben voilà, tu as réussi à conduire sur cette énorme autoroute, tu ne t'es pas perdu, plein de petites choses comme ça qui vont faire qu'on va se sentir bien tout simplement en se donnant ce qu'on appelle un pat, un signe de reconnaissance positif. Notre cerveau va libérer un peu d'hormones du bien-être et puis on va se sentir mieux. Donc utilisons ça, c'est pas compliqué et ça va nous aider. Un autre point qui en découle, c'est apprendre à être son meilleur ami, être capable de se réconforter soi-même. Donc ça, c'est au cœur de tout un mouvement qui s'appelle l'auto-compassion, qui explique que finalement, en étant extrêmement gentil avec soi-même, on va être gentil avec les autres. C'est-à-dire que en étant capable de se réconforter soi-même, être la première personne envers qui on a du respect, qu'on traite de façon juste, sans trop d'exigences ni d'attentes irréalisables, la première personne que l'on félicite, que l'on encourage, à qui on pardonne ses limites, eh bien finalement, c'est un outil de grande résilience qui nous permet d'être plus doux avec nous-mêmes et plus ouverts aussi vers les autres. L'autre élément important à développer, sur lequel travailler chaque jour, c'est la savoir être seul. La capacité à être seul, c'est-à-dire que l'on soit entouré de plein de gens ou pas, c'est la capacité à être en paix quand on est seul avec soi-même. Et d'où va découler la possibilité d'être relativement autonome affectivement, c'est-à-dire avoir coupé le cordon avec des relations de dépendance qui peuvent nous peser, mais l'avoir fait de façon respectueuse et correcte envers les autres pour être bien dans le moment présent et ne pas dépendre d'autres personnes. On va y revenir tout à l'heure dans les relations avec les autres sur cette thématique, elle est très importante. L'idée également qui va nous aider, c'est d'accepter que l'on change en permanence, qu'il y a une accélération des changements identitaires en expatriation, je l'ai évoqué auparavant, et en fait ça aide à laisser entrer la différence, l'altérité, la non-exclusion dans sa vie, c'est-à-dire on arrive à faire cohabiter en soi différentes manières de voir et différentes manières d'être. Et ça, c'est OK. À certains moments, par exemple, je peux me sentir française. Et puis, quand je vis aux États-Unis, à certains moments, je me sens américaine. Et ça, c'est bien parce que ça enrichit énormément la vie interne. Un autre élément, c'est apprendre l'importance de mes représentations et l'impact de mon attitude. C'est-à-dire que le sens que je donne à un événement va le colorer, va lui donner son importance ou pas. Et en fait, on a plus de pouvoir sur nos émotions et nos pensées qu'on ne le pense. Donc ça, c'est vraiment le domaine de la psychologie cognitive qui va aider à repérer les mauvaises interprétations, on appelle ça les distorsions cognitives, c'est-à-dire les petites histoires qu'on se raconte et qui ne sont pas en fait vraiment basées sur des faits et sur la réalité. Et finalement, on peut apprendre à arrêter la petite musique qui est dans sa tête, sa petite voix interne qui peut par exemple être trop exigeante ou nous dévaloriser et qui nous pousse à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et on apprend à recevoir une pensée négative ou positive pour ce qu'elle est, juste une pensée qui va passer. Voilà. Et finalement, mon positionnement par rapport à une situation peut être pensé, revu, j'ai le droit, je peux m'autoriser à changer de point de vue sur les choses. Et l'attitude que j'ai face aussi à un événement qui arrive et que je ne contrôle pas, qui m'est imposé, que ce soit un événement dans le domaine professionnel ou familial, personnel, économique, qui arrive dans le pays dans lequel je suis, la seule marge de liberté que je peux avoir, c'est l'attitude que j'ai face à cet événement. C'est là où j'ai une prise, une marge de manœuvre, mon attitude face à cet événement. Voilà, donc ça c'était vraiment un point hyper important, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, on va aborder les autres de façon plus rapide.
Se doter d'une vision claire, c'est-à-dire savoir se donner des objectifs, des projets à court, moyen et long terme. Ça va aider tout simplement à savoir vers quoi je vais. Et en fait, ça permet d'avoir une vision de ma vie générale, une vision de ce projet d'expatriation dans ma vie en général. Et c'est écrire soi-même les grandes lignes de son histoire. Et en fait, ça aide à avancer vers plus de satisfaction, vers ce que l'on souhaite. Ensuite, avoir des valeurs bien définies. En fait, c'est très important. Les valeurs, vous savez, ce sont ces grands principes de vie qui font qu'on a envie, par exemple, de faire des choses, de se lever le matin, qui vont nous porter dans la vie. Et en fait, on peut décrire des valeurs pour soi, en couple si l'on est en couple, pour sa famille. Et tous ces grands principes de vie, ces grands éléments-là vont nous donner envie d'avancer. On peut y puiser, s'en inspirer au quotidien. Et quand on est bien connecté avec cela, ça permet d'entretenir une très forte motivation. Il y a un élément là-dessus à savoir, c'est que si on est dans un environnement de vie où les valeurs ne collent pas, on peut rentrer dans une situation qui est assez douloureuse, qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est quand on vit dans un environnement qui promeut des valeurs qui sont contraires aux nôtres. Là, il faut vraiment se poser et prendre un grand temps de réflexion, se faire peut-être accompagner pour trouver une solution pour gérer ça et ne pas prendre le corps, prendre le dessus dans une expression d'un malaise qui grandit. Voilà. La proactivité, la responsabilité face à ses actions, donc ça, se sentir pleinement acteur de sa vie et être responsable de ses choix, se dire pour moi, je décide que, cela évite de se poser en victime, d'être passif ou de subir ce qui arrive, ou bien encore de laisser les autres décider pour soi. Et puis être proactif, ça permet aussi de récolter pleinement les fruits de ce que l'on a posé, et c'est une grande source de satisfaction. Et enfin, les techniques de gestion du stress, c'est-à-dire, n'oubliez pas, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire pour récupérer des tensions. Alors, ça peut être par rapport au corps, partir du corps, faire du sport, s'offrir des moments de relaxation, de méditation, de yoga. Tous ces éléments-là d'activités physiques plus ou moins intenses vont permettre en fait de sécréter dans notre corps les hormones du bien-être qui font du bien, et en général après un moment comme ça on se sent bien, donc c'est important de les utiliser. Il y a des petits trucs comme ça qu'on peut utiliser aussi par rapport au stress, c'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, on peut se dire ok, c'est une difficulté, certes, mais j'ai envie de la voir comme un défi, comme une chance de me confronter à quelque chose que je vais pouvoir dépasser et dont je vais pouvoir être fière et satisfait. Donc en fait, cette idée, elle est intéressante parce que c'est juste une pensée que l'on travaille. On est sur sa pensée et je suis face à une difficulté et je vais la voir comme une chance pour grandir. Alors ça, je le connecte, moi, avec le côté très, la pensée positive américaine, où en fait, vraiment, le positivisme est très spontané et les erreurs, elles sont vues comme des sources d'apprentissage. On peut essayer de développer ça davantage en France. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, ça teinte tout ce qu'on fait de gain. Tout ce qu'on fait, on ne perd pas puisqu'on arrive toujours à avancer et à apprendre et à se sentir plus fort ensuite. Et enfin, un dernier élément des techniques de gestion du stress, c'est trouver des relations dans lesquelles on est bien, des relations teintées de solidarité, de bienveillance. Et ça va aider à respirer, à se ressourcer, à se regonfler, à se sentir bien dans un lien sain avec l'autre. Donc ça peut être dans son entourage, quand on a des gens, puis quand on a des soucis plus profonds, ça peut être contacter un professionnel. Voilà, donc tout ça, ce sont des outils de développement personnel qui, lorsqu'ils sont pratiqués, peuvent être des soutiens concrets au cours d'un séjour à l'étranger. Et vous pouvez vous faire aider par des professionnels et vous pouvez aussi essayer d'appliquer ça pour vous tout simplement, à votre rythme, tranquillement.
Voilà. Donc maintenant, on va aborder les opportunités de croissance. Moi, c'est le côté qui m'intéresse le plus dans l'expatriation. Je pense que anticiper et être très conscient de tout ce qui peut se passer de pas si agréable, c'est important, mais c'est important d'avoir en tête au loin ce qui va nous apporter de bon. Et donc, si on continue à développer cette connexion entre soi et soi dans un cadre d'expatriation en étant à l'étranger, comme ça, on peut s'offrir beaucoup de belles choses. Donc, il y a beaucoup d'aspects de la personnalité qui vont être gagnants. On va solidifier l'ancrage en soi, c'est-à-dire qu'on va sortir de sa zone de confort, on se frotte à des choses nouvelles qui étaient inconnues jusqu'avant, qu'on ne connaissait pas. Et c'est donc se pousser à faire face à du non familier et petit à petit se l'approprier. Et cette accumulation d'expériences nouvelles, alors qu'ils sont plus ou moins bien gérées les premières fois, vont créer en soi un socle, en fait un vivier de compétences, un savoir-faire qui fait qu'on sait qu'on est capable, que face à n'importe quelle situation, on peut s'adapter, on est capable. Et en fait, tous les outils que je vous ai présentés juste avant vont développer vraiment l'ancrage en soi. Parce qu'en fait, loin de ces repères familiaux, amicaux, quand on est seul à vivre cette nouvelle vie, il faut utiliser des ressources pour soi parce que personne d'autre ne peut le faire à notre place. Donc en fait, la situation d'éloignement crée la nécessité de se fier à soi-même et à ses capacités et donc à être en travail personnel de façon perpétuelle finalement. Et puis au fur et à mesure de l'adaptation, de l'insertion dans la vie quotidienne, locale, il y a toutes ces petites victoires, ces petites accumulations qui vont enrichir le sentiment d'être le propre créateur de sa vie dans ce cadre différent. Donc, compter sur soi, c'est vraiment un élément important. Et puis, on peut aussi se surprendre, on peut s'épater soi-même, on peut faire des choses pensées comme impossibles avant ou jamais envisagées. Et on continue de se nourrir soi-même. Ensuite, on va développer des qualités. Donc, l'exposition à l'inconnu, à la différence, va stimuler beaucoup de qualités. Je pense que vous avez dû déjà entendre parler de ça, ou vraiment le vivre vous-même, vous vous sentez beaucoup plus curieux, envie de découverte, on n'est pas satisfait de ce qu'on sait déjà, on avance, on ouvre son esprit, on accepte des choses différentes, que ça et ça peuvent cohabiter, c'est OK. Il y a l'adaptabilité, la flexibilité, on arrive à se sentir bien dans un contexte très différent, il y a la débrouillardise, l'autonomie. On va développer aussi des capacités d'acceptation de l'autre, de relation à l'autre, de compréhension. Et tout ça, lors des épreuves traversées, ça va vraiment aider à être résilient. Alors, les épreuves traversées en expatriation, c'est soit des gros soucis qui arrivent au sein de la famille, soit dans le contexte professionnel, soit sur place au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Il faut garder en tête que rien n'est acquis en expatriation et que les situations se retournent très, très vite. Voilà, et pour ça, il faut être résilient. Et en fait, la résilience, vous savez, c'est ce fait d'être capable de se sentir faire face à des situations douloureuses, difficiles ou dangereuses et en ressortir toujours vivant avec le sentiment d'être encore plus fort. Donc la résilience est une qualité vraiment essentielle quand on a expatriation et on la développe quasiment chaque jour. Et enfin, étendre ses possibilités, donc c'est vraiment le fait de se retrouver dans un contexte autre qui ouvre tout un potentiel, car on vit de nouvelles expériences qui enrichissent notre savoir-faire. Et en fait, la croissance intérieure, elle peut être infinie, parce que si on est exposé en permanence à des choses nouvelles, des stimuli nouveaux, etc., on s'y adapte, on apprend, on fait des erreurs, on recommence, et au bout du compte, on intègre vraiment beaucoup de choses. Et ce que je trouve intéressant dans l'expatriation, c'est que finalement, ça va éclairer de nouvelles facettes de sa personnalité que l'on pouvait avoir en soi, mais qui étaient dans l'ombre, qui n'étaient pas éclairées. Et comme on est poussé vers des limites et poussé à réaliser des choses, eh bien finalement, on se révèle par certains aspects qu'on ne pensait même pas avoir. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans étendre ses possibilités, c'est qu'on va faire vivre en soi de façon non exclusive différentes manières de faire, puisque on comprend que les choses ne sont pas binaires, gris, blanc, noir, mais grises, parce que en fait, il y a
plein de choses qui peuvent coexister en soi. Notre personnalité s'enrichit car on y ajoute d'autres manières de faire à celles que l'on connaît déjà et on apprend à faire cohabiter en soi plusieurs points de vue. Et on peut dire, dans ma culture d'origine, on fait les choses comme ci, puis dans ma culture d'accueil, on fait les choses comme ça, et puis pour moi, c'est OK, on peut faire les choses comme ci et comme ça, et ça va. Donc, il y a un très gros travail d'assimilation qui se fait et qui nous amène à développer une variabilité à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on a une multitude de pensées variées sur le même objet, et puis nous on se sent aussi être une multitude de choses. Et c'est ce qui explique que lors du retour ou lors de l'impatriation, en fait, il va se vivre un cycle d'expatriation à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est pas le pays qui a changé, mais c'est nous qui sommes une toute autre personne. Et on voit la situation différente, on réagit différemment, on a intégré différentes manières de faire. Et grâce à son vécu à l'étranger, quand on a pu faire cohabiter tout ça en soi, on va pouvoir être équipé pour faire face à une nouvelle étape du choc culturel. Voilà. Donc tout ça, c'est la partie en soi. J'ai pris plus de temps pour la présenter parce qu'elle est très, très importante pour moi. Et comme je vous disais, une fois qu'on est bien avec soi, on est bien avec les autres aussi. Voilà. Alors, on va aborder maintenant ce qui se passe dans le monde relationnel avec les autres. Et le deuxième domaine de la vie, finalement, qui est très impacté au cours d'un séjour à l'étranger, c'est celui qui est entre soi et les autres. Il y a les relations que l'on quitte, mais il y a aussi celles qu'il faut démarrer. Et alors, nous allons changer nous-mêmes et nos relations aux autres vont aussi évoluer. Alors, nous allons aborder, toujours dans la même idée, les défis du changement entre soi et les autres. Il y en a 3 que j'ai relevés et sur lesquels je voudrais insister. Donc, toujours dans cette idée du bien-être et du soin envers soi et envers les autres. Parce qu'en fait, quand on part, il va falloir envisager les relations avec les autres sous un nouvel angle. Il y a ceux que l'on va laisser, il y a ceux que l'on va découvrir. Et puis, on est dans le passé avec les relations anciennes, on est dans le présent avec les relations que l'on crée et dans le futur, la façon dont ces relations vont évoluer. Donc, c'est primordial de bien quitter. Il est vraiment important de bien se séparer, de savoir apprendre à dire au revoir de façon constructive, sécure pour ceux que l'on laisse. C'est bien pour les autres, pour ceux qui restent, mais c'est aussi très bon pour soi. Et en fait, ça peut être très gênant ou très handicapant d'emporter avec soi dans sa tête et son cœur des relations à distance qui vont nous freiner si elles sont empreintes de culpabilité d'avoir laissé. Et au cours de l'anticipation au départ, c'est vraiment primordial de prendre le temps et le soin de se séparer des personnes peut-être plus vulnérables ou celles qui pourraient plus souffrir de notre absence. Et puis bien quitter, c'est aussi accepter de moins compter dans la vie quotidienne des personnes aimées et que l'on laisse, et c'est ouvrir la place à d'autres relations. Voilà. On a abordé tout à l'heure la thématique du fait de partir comme ça, démarrer une nouvelle tranche de vie à l'étranger, ça renforce son moi puisque ça apprend à être seul au départ, compter sur soi et puis recréer des relations avec d'autres. Parce que tout simplement, personne ne peut le faire à notre place. Donc en fait, c'est aussi l'expatriation, une grande école de la vie pour apprendre à ne pas dépendre affectivement d'autres personnes et être totalement acteur de son histoire. J'ai évoqué tout à l'heure un petit peu cette indépendance affective. Et en fait, être indépendant affectivement, cela veut dire ne pas laisser les autres avoir prise sur notre liberté de choix de vie. Et dans le cas de l'expat, cela se traduit par ne pas être coincé dans des relations de pouvoir où l'autre nous retient par la culpabilité, ou encore se sentir empêché de vivre son quotidien parce qu'on est bloqué dans des conflits de loyauté et qui ne souhaitent pas le changement. Donc, il faut savoir que des relations déjà compliquées vont peut-être se compliquer par la distance ou peut-être être améliorées par la distance, on ne sait pas encore. Voilà. Mais prendre le temps de se séparer en douceur, de préparer par exemple un plan de communication plus ou moins cadré, défini avec les gens que l'on laisse, ça ouvre un nouveau mode relationnel.
Le deuxième défi, c'est recréer un réseau dans ses relations avec les autres quand on arrive à l'étranger. Parce qu'en fait, quand on arrive, on connaît quasiment personne. Alors, être seul les premiers temps, c'est une réalité. Alors, il est positif de pouvoir apprécier ces moments de solitude forcée qu'on n'a pas choisi, donc être bien entre soi et soi. Et puis, ou si on est en famille, dans la petite famille nucléaire qui se sent aussi relativement isolée quand elle arrive. Mais il faut faire la démarche d'aller vers l'autre. Et il faut se forcer parce qu'en fait, l'être humain, c'est un animal social et les relations avec les autres sont une grande source de bien-être, de réalisation et de satisfaction, mais aussi de révélation de soi. Alors ça a été beaucoup étudié en psychologie. Et vraiment, le contact avec l'autre dans une relation bienveillante, aimante, d'acceptation, fait vraiment beaucoup de bien. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps, dans la tête quand on est bien. Et tous ces moments partagés et positifs vont créer aussi la libération d'hormones du bien-être. Hein. Et c'est important de pouvoir intégrer tout ça dans sa vie. Mais c'est aussi, à l'inverse, il faut être très conscient que quand on est pris dans des liens toxiques qui sont empreints de manipulation, de malveillance, de pouvoir, ces liens ont vraiment une capacité à nous détruire. Donc c'est important de nourrir en soi les relations positives et puis d'avancer et d'essayer de repérer et de se dégager au mieux des relations que l'on sent pas très positives pour soi. Voilà. Au cours de la période d'arrivée, on appelle ça le néant relationnel. On ne connaît personne, il faut tout recréer et être ouvert aux autres pour créer des nouvelles relations, mais ancrées vraiment dans le quotidien. C'est pas les relations à distance, c'est les relations au jour le jour. Et puis ça va se mettre en place doucement. Ce qu'il faut savoir quand on arrive dans un pays étranger, c'est qu'en général, personne ne nous attend, à part au point de vue professionnel où on attend nos compétences, notre savoir-faire. Au niveau relationnel amical, personne ne nous attend. Chacun a sa vie en général très remplie. Et donc, personne n'a besoin de nous, personne n'a vraiment est en recherche de notre contact. Et donc, c'est vraiment à l'expatrié qui arrive d'aller vers l'autre parce qu'il en a besoin pour lui, pour aller bien. Alors, se tourner vers l'autre selon les natures, c'est plus ou moins difficile, ça demande plus ou moins d'efforts. Pour certains, cette démarche d'ouverture, c'est un vrai job, ça demande une énergie particulière. Et puis pour d'autres, ceux qui sont beaucoup plus extravertis, c'est vraiment un plaisir et une ressource. Mais l'essentiel, c'est de démarrer quand même quelques nouvelles relations sur place, à son rythme, en fonction des besoins ressentis, et si possible de développer des relations très variées parmi les gens locaux, parmi les expats, parmi les gens de sa nationalité, avec des gens de tous les âges si possible. Cette pluralité des relations fait du bien à soi. Voilà. Donc en fait, on va créer des cercles avec des relations très différentes. Pour les familles, souvent, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide qui se met en place, notamment avec des enfants jeunes aussi, parce qu'en fait, on n'a plus de soutien, on n'a plus d'aide, et c'est vraiment important de pouvoir avoir quelques familles sur lesquelles on peut compter, avec qui on va s'entraider pour pallier à ce manque de relations. Voilà. Enfin, gérer les relations à distance. Quitter pour partir dans un autre pays, ça ne veut pas dire abandonner, c'est avancer dans ses projets, ouvrir son horizon pour être satisfait de son quotidien. Donc, il faut à la fois tisser des liens dans l'ici et maintenant, et puis avec ceux qui sont loin et que l'on a laissés. Aujourd'hui, les techniques de communication virtuelle permettent une instantanéité. Elles sont très, très utiles à bien des égards. Hein. Cependant, le risque, c'est qu'elles peuvent parfois donner l'illusion d'effacer la distance ou prendre trop de place si elles sont surinvesties au détriment du quotidien. En fait, il faut être vigilant sur ce point. La réalité, c'est qu'il y a des milliers de kilomètres parfois qui nous séparent et qu'on a une vie à investir ici et maintenant sur place. Il faut donc être prudent et assez mesuré dans l'utilisation des rendez-vous virtuels pour donner aussi la priorité aux relations qu'on a à créer maintenant. Voilà, donc on va aborder maintenant les outils et les conseils, le travail à entreprendre
pour prendre soin de ses relations avec les autres. Et puis pour s'offrir, donc on l'a déjà évoqué pas mal, des relations soignées dans la séparation. Donc c'est organiser une fête de départ, faire un geste vers ceux qui restent, où l'expression de l'affection portée et de l'amitié vont atténuer la peine de la séparation et du vide laissé. Il vaut mieux qu'il soit rempli de souvenirs et de l'assurance de l'attachement malgré la distance. Donc une soirée, une fête de départ pour les enfants, pour les adultes, etc. On peut offrir des petits cadeaux aussi. En fait, ce sont des objets utiles au quotidien qui font chaud au cœur à ceux qui l'ont lorsque l'on est parti. Ça peut être une tasse pour le petit café du matin, des choses pour faire la cuisine, enfin un petit geste qui fait penser à l'autre et qui, pour celui qui est quitté, se dira, ah oui, il a pensé à moi, il m'aime, etc. Et ça fait du bien à tout le monde et c'est bien. Voilà, et là, bien partir, bien soigner la séparation, c'est important. Insister sur le côté sécure malgré la distance, c'est-à-dire sécuriser l'autre dans les échanges, lui exprimer son amour, son affection, le fait qu'il compte pour soi, malgré son propre désir d'ailleurs qui est très légitime aussi. Ça permet un bon démarrage de la relation à distance. On peut vraiment insister sur le fait qu'on a sa vie à vivre, mais qu'on emporte avec nous toutes les images des gens que l'on aime. Et c'est important de se quitter sur une note apaisée, avec quelquefois quand il y a des relations un peu compliquées, un peu difficiles, avec des passés un peu tumultueux, parce qu'en fait, en expatriation, le pire peut toujours survenir. Et parfois, il surgit des accidents de la vie qu'on n'a pas du tout anticipés, qu'on n'a pas prévus. Et dans la réalité, la relation est vraiment coupée s'il y a une maladie, un accident, un décès. Et en fait, il vaut mieux avoir toujours avec soi des relations plutôt calmes et apaisantes qui font du bien. Voilà, et puis aussi, il y a un nouveau réseau relationnel qui va se mettre en place, donc surfer sur l'élan de la nouveauté pour profiter de toutes les rencontres à faire et de tout ce qui va pouvoir se passer en tissant des liens avec le plus de gens possible qui nous plaisent, qui nous intéressent, des locaux, des expats, des Français ou des gens de son pays d'origine et des gens de tous les âges aussi. Ça enrichit notre vie au quotidien. Voilà. Et puis la magie des rencontres, c'est un petit clin d'œil, ça, parce que en fait, en expat, on ne sait pas ce qui peut arriver et de belles rencontres peuvent se faire si on est ouvert aux autres, si on sait savoir, donner, partager certains de ses talents, explorer les divers réseaux possibles. Il y a quelquefois des très belles rencontres qui ont lieu, qui débouchent quelquefois sur aussi des alliances professionnelles, des projets professionnels. Voilà. Et on va terminer par les gains relationnels. Ça va être l'heure des questions. On va terminer par les gains relationnels pour prendre soin de ses relations avec les autres et pour s'offrir donc une évolution des liens, c'est-à-dire que nous changeons, les relations avec autrui changent, mais vers quoi cela fait-il aller? Et quand on s'est séparé en douceur, qu'on a internalisé en soi les images mentales des personnes restées chères, restées au pays, on peut les faire vivre en nous. Et en fait, dans notre petit monde interne, il est possible de penser à toutes ces personnes, de dialoguer avec elles et de les sentir toujours proches. Et ainsi, on se sent sécurisé dans ses attachements. Ça aide à se sentir bien ancré et à profiter au maximum de la vie sur place, malgré l'éloignement. Voilà. La variété des relations, bien sûr, on est exposé à plein de relations différentes et donc on se remplit de plein d'expériences, de plein d'échanges et effectivement, on peut avoir une vie amicale, relationnelle très très éclectique et très variée. Et enfin, l'enrichissement culturel. Donc, on passait ses journées dans un pays étranger, au contact quotidien avec une autre culture et une autre langue, c'est être exposé à la différence en permanence. Ça veut donc dire comprendre le fonctionnement des cultures différentes de celles là où l'on vit. On remet en perspective notre propre culture et ça aide beaucoup à prendre du recul. Donc, c'est aussi une occasion d'apprentissage varié, linguistique, sportif, artistique, etc. Et ça permet de développer de nombreux talents. Voilà. Donc, c'est cet enrichissement culturel qui fait que l'expatrié qui rentre est une personne différente qui va pouvoir apporter à son pays beaucoup de choses par rapport à cette nouvelle expérience.
Je conclus en vous disant que se préparer au changement de l'expatriation, c'est aussi l'occasion de se développer personnellement, c'est anticiper certains pièges pour mieux profiter des opportunités de la vie à l'étranger. Et donc, c'est surtout développer des atouts pour la vie en général. Voilà, je vais basculer sur les questions. Et vous, avez-vous des défis ou des bénéfices à partager? Alors, je vais regarder les questions que j'ai reçues. Alors, les conseils donnés ont-ils des variantes d'autres composantes dans leur application suivant le pays? Alors, je ne comprends pas très bien cette question. Je vais y revenir après parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais pouvoir répondre à cette question-là. Comment gérer la culpabilité qui nous habite au regard de la famille restée au pays d'origine? Alors, la question de la culpabilité, elle est... la question de la culpabilité, elle est importante parce qu'en fait, elle est dans nos liens. Elle est dans nos liens avec les autres. Nos liens avec les autres, ils sont... Quand une personne ne compte pas pour nous, on est complètement indifférent. Si elle compte pour nous, on a beaucoup d'amour envers elle, mais on a aussi quelquefois beaucoup de ressentiment, beaucoup de haine, parce qu'elle n'est pas à notre... elle n'est pas toujours à notre disposition, elle n'est pas toujours là pour nous, et c'est quelquefois un peu difficile. Donc, en fait, je pense que j'ai essayé d'y répondre à travers cette présentation par rapport à la culpabilité en étant déjà bien avec soi-même et en prenant soin des autres et en sécurisant le lien. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup exprimer son amour à une personne même si on est très loin. Alors je pense par exemple aux parents vieillissants, peut-être plus vulnérables, plus fragiles que l'on va laisser. On peut leur expliquer, oui, je t'aime énormément, tu comptes beaucoup dans ma vie, mais j'ai ma vie à vivre aussi et je dois avancer dans mes projets. Et un de mes projets, c'est de vivre une expérience dans un pays étranger qui est loin. Et en fait, je pense vraiment que par rapport à la culpabilité, il faut nourrir la relation de l'image mentale de la relation que l'on a avec cette personne en soi, donc ce qu'on a évoqué dans son petit monde interne, mais la relation aussi avec l'autre, donc des petits gestes, peut-être assez cadrés une fois par mois, on fait un grand Skype, ou alors la famille ensemble fait une newsletter qu'on envoie. Il y a plein de petits gestes qui peuvent être faits pour apaiser la personne que l'on laisse, qui souvent est plus vulnérable et qui fait vivre en nous un sentiment fort de culpabilité. Sachez que aussi, quand malheureusement cela peut arriver, il y a un deuil et qu'on est loin, la culpabilité est très très présente. Et c'est comme ça parce qu'on n'est pas là, on est loin et on va d'autant plus se sentir mal à l'aise de ne pas être là quand il aurait fallu. Et ça, on le porte en soi et petit à petit, on y travaille et ça va s'estomper parce qu'on va apprendre aussi à ne pas être parfait, à avoir des limites. Et si on ne fait pas parfaitement bien, c'est qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on est limité, c'est qu'on ne peut pas. Et petit à petit, on accepte le fait de ne pas avoir été parfait dans sa relation à l'autre, d'avoir eu des priorités, d'avoir choisi des priorités. Quelquefois, c'est de partir, d'être loin. Voilà, mais cette thématique de la culpabilité en expatriation, elle est très très intéressante parce qu'elle est assez exacerbée, elle est assez forte. Je vais prendre une autre question. Expatriation versus impatriation. Quel est le plus dur à gérer? Alors, merci pour cette question, très très intéressante. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est le voyage intérieur, c'est-à-dire que
la première expatriation est toujours très difficile parce qu'il se passe tous ces bouleversements psychiques internes en soi, où l'on apprend à compter sur soi, à prendre soin de soi, à faire attention aux autres aussi, ceux qu'on laisse, les nouveaux que l'on découvre. Et finalement, on apprend un petit peu un mode de fonctionnement. Donc, que l'on enchaîne les expatriations après, comme beaucoup d'entre nous qui sont des expats nomades, on recrée ça, on va repasser par ces phases-là, mais c'est vrai que quand on arrive dans son pays, il y a vraiment un choc. Il peut se passer vraiment des étapes et des moments difficiles. Alors, par exemple, c'est le cas aussi des adolescents qui rentrent, après avoir vécu longtemps à l'étranger, ils rentrent en France. Et c'est difficile et vraiment, le conseil qu'on retrouve souvent, c'est vivez-le comme une nouvelle expatriation. Vous êtes une nouvelle personne, le pays a changé aussi. Et puis moi, ce que je rajoute aussi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de se dire, on peut se donner des missions, on peut se dire, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai à transmettre, à mon niveau, à moi, je peux essayer de faire évoluer des choses dans un sens que je dirais plutôt positif. Et effectivement, pouvoir être un ambassadeur ou de la culture expat ou ou de la culture expat ou de la culture du pays dans lequel je viens, et j'ai décidé d'en prendre des questions, d'en prendre les choses, les côtés positifs que je souhaite retransmettre dans mon nouveau pays. Voilà. Et puis du coup, je vais terminer avec une dernière question. Comment savoir si l'on est prêt à faire face aux changements liés à une expatriation? Très intéressant, merci pour cette question aussi. Eh bien, je pense qu'il faut ne pas hésiter à s'écouter. On peut prendre un papier, un crayon, on fait le tableau, les plus et les moins. Je me sens prêt, je sais que je vais devoir faire face à du stress, à de la séparation, à de l'inconnu, à ceci, à cela, et je m'y sens prêt ou pas? Est-ce que j'ai envie de relever le défi? Et puis, si on se sent pas si prêt que ça, on peut se faire accompagner. Alors aujourd'hui, il y a des professionnels, alors des psychologues, il y a des coachs aussi qui peuvent vous aider à être accompagnés de façon très sérieuse, très solide dans votre projet d'expatriation. Et ce sont des étapes intéressantes, importantes que l'on peut bien vivre. Donc, le réseau Etelmed pour lequel je travaille propose des vidéoconsultations pour accompagner toutes les personnes qui ont des questions, qui ont besoin d'accompagnement en étant à l'étranger. Il y a des coachs, il y a le site, le forum du site expat.com aussi qui peut répondre à beaucoup de questions. Et il faut se préparer, mais il faut aussi du coup beaucoup s'écouter. Et je pense que se faire confiance à ce qu'on ressent, à ses limites aussi, qu'on peut essayer de cerner, à une envie, quelquefois on sent une envie folle de vivre autre chose, on a envie de quitter son pays, sa routine, on a envie d'être exposé à des nouvelles situations, et l'enthousiasme et l'excitation que ça crée est beaucoup plus fort que les peurs qui sont aussi présentes. Donc, je pense que c'est un élément qui peut aider, se faire confiance, s'écouter. Et puis, il y a des petits éléments aussi qui vont nous dire si on est prêt à vivre dans un environnement qui va nous déstabiliser. Est-ce qu'on a envie d'apprendre une nouvelle langue? Est-ce qu'on est prêt à se séparer en douceur avec les gens que l'on aime? Tous ces éléments-là vont pouvoir nous aider. Et en plus d'une aide extérieure, professionnelle, si on le souhaite, et puis comptons aussi sur notre réseau amical, relationnel, demandons à nos amis, est-ce que tu me vois bien faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? N'ayons pas peur des retours. Voilà, donc en fait, la conclusion principale, c'est vraiment prenez soin de vous, connectez-vous avec vous-même, écoutez-vous. Vous allez développer une belle relation avec vous-même et qui va se sentir à l'extérieur. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire organisé par expat.com en collaboration avec Etelmed. Et pour toute question relative à votre projet d'expatriation, n'hésitez pas à les poser sur le forum d'expat.com. Merci.
et au revoir.